Bonjour à toutes et à tous, enchanté, David Baruchel. Merci beaucoup d'être là pour cette presque conférence de clôture en fait, hein. Et après, je sais qu'il y a le cocktail et que vous attendez avec de grands sourires déjà. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de stratégie d'innovation. Alors moi, j'ai un background plutôt d'entrepreneur à la base, donc le côté un peu strat, conseil, c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus à la base, mais ça fait 8 ans que je travaille avec des grands groupes, des grandes institutions et des startups à cadrer des programmes d'innovation. Et je me suis rendu compte que c'était quand même une partie un petit peu essentielle et voir comment on peut essayer de cadrer ça en 2025, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc j'aime bien commencer par en fait un paradoxe qui résonne depuis 10 ans pour moi, qui est que chaque année, je pense que vous les voyez passer aussi, mais je vois des études qui racontent que globalement, si on interroge un millier de dirigeants partout autour de la planète, tout le monde va dire que l'innovation, en tout cas 83% en 2024 des dirigeants interviewés par le BCG, disaient que l'innovation fait partie des 3 plus grandes priorités stratégiques de l'entreprise. Donc quand on se dit ça, on se dit génial, vraiment tout le monde s'y met, les grands groupes s'y mettent, toutes les entreprises s'y mettent. Pourtant, et je pense que les gens qui viennent à ce genre d'événement le savent, d'un autre côté, quand on va parler aux directions innovation de ces mêmes entités, on nous dit que l'innovation, c'est le premier budget qui se fait couper, qu'on essaie de faire un petit POC à 15 000 € avec une start-up, mais qu'on n'a pas réussi à débloquer. Et on se prend aussi beaucoup d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire, on va vous dire, alors là, ce qui est très important, c'est que vous fassiez frugal sur l'innovation, mais d'un autre côté, si vous pouvez faire un business très disruptif, avec beaucoup de ROI, mais frugal, surtout. Et puis on dit, bon, c'est pas assez disruptif, d'accord, on va aller plus loin. Et puis là, ensuite, on va dire, ah ouais, mais du coup, là, on sait plus trop où le mettre, c'est un peu trop loin du core business. Donc bref, beaucoup d'expérimentation sur finalement ce que c'est le bon positionnement de l'innovation, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de directions innovation qui, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans, doivent trouver une manière de démontrer leur impact pour justifier leur budget, voire justifier leur existence. Donc c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas forcément si surprenant que ça quand on voit d'où viennent l'émergence aussi de ces directions innovation ou de ces entités innovation dans les entreprises. En fait, globalement, tout ça vient d'où? C'est que aux alentours de 2010-2015, on a vu l'essor des startups, en particulier des startups digitales. Tout le monde s'est dit waouh, il y a une valeur incroyable, il y a des nouveaux types d'innovation. Tout le monde a dit aux grandes entreprises, bah alors pourquoi vous n'arrivez pas à innover comme les startups elles arrivent, vous êtes nuls. Donc tout le monde s'est dit tiens, il faut qu'on s'y mette nous aussi. Et à ce moment-là, en fait, innovation, ça voulait juste dire faire comme les startups ou faire avec les startups. D'accord et donc en fait, on s'est lancé sur le fait de créer des entités, innovation, qui ont expérimenté sur quels étaient les bons dispositifs. Alors déjà, il a fallu apprendre à travailler comme une startup. Donc là, c'est la partie méthodologique, le design thinking, le lean startup, les business model Canva, etc., etc. Et il a fallu créer des centres d'expertise qui connaissaient un petit peu ces dispositifs, d'abord des labs innovation, on a voulu faire des petits hackathons, et puis petit à petit, on a voulu faire de l'open innovation pour travailler avec ces startups, on a voulu faire de l'intrapreneuriat pour travailler comme des startups en interne, et puis en plus, tous les 3 ans, il y a la nouvelle tech disruptive qui arrive depuis le métaverse, la blockchain, la Gen AI. Bon, vu qu'il y a l'innovation qui est là, on va leur dire bah, c'est à votre job d'explorer ce truc-là. Donc ça fait quand même beaucoup de sujets à traiter très expérimentaux. Et comme ils sont très expérimentaux et comme on se bat contre la loi de l'innovation, bah, il y a énormément d'échecs dans ces dispositifs. Et ça fait partie du problème, mais on itère sur les dispositifs, sur les méthodes, sur la manière de concevoir le truc.
et ça s'améliore. Parce que c'est vrai que si on regarde au niveau macro, on peut toujours dire « Ah oui, alors ce projet, il n'a pas marché parce que bah là, c'était peut-être pas la bonne équipe, ou là, c'était un problème de marché, ou plus globalement, on a un problème de sponsorship autour de notre dispositif. » Donc on essaie de fine-tune un petit peu tout ça. Mais globalement, on reste quand même dans une situation où les entités innovation peinent un petit peu à montrer l'impact de leurs efforts. Récemment, je trouve que on commence à voir quand même deux catégories d'entreprises ou d'entités innovation se démarquer. Certaines qui ont appris sur le tas, qui ont itéré et qui arrivent sur certains dispositifs, voire sur l'ensemble des dispositifs qu'elles mènent, de manière plus rare, à industrialiser le process et à créer de la valeur avec succès et donc à trouver leur place dans l'organisation. Et il y en a d'autres, au contraire, qui restent un petit peu bloqués au gré des changements de direction, au gré des changements de stratégie, au gré de finalement ce qu'on a fait jusque-là, ça ne marche pas assez bien, donc il faut recommencer, qui restent bloqués un petit peu dans ce tunnel d'expérimentation et qui lancent des initiatives un petit peu fragmentées qui peinent à, du coup, intéresser un COMEX, hein, tout simplement. Et quand on regarde un petit peu dans le détail ce qui fait la diff entre ces deux typologies de boîtes, la réponse est pas si surprenante que ça non plus. C'est qu'on voit assez bien la différence entre les boîtes qui ont défini une stratégie d'innovation assez bien cadrée et qui donc apportent de l'impact, et les boîtes qui lancent un peu des initiatives encore dans tous les sens, de manière fragmentée, sans réelle stratégie. Donc ce que je disais, moi je trouve ça pas très satisfaisant, moi qui viens du terrain, qui viens de l'entrepreneuriat, qui viens d'opérer les trucs, de dire que finalement ce qui manque au grand groupe c'est plus de strat. Mais de mes 10 ans d'expérience, c'est ça. Et quand je dis de strat, si je fais un peu le schéma qui résume pas mal de choses, c'est globalement, il faut réussir à concevoir une stratégie d'innovation qui découle de la stratégie d'entreprise, qui ne vient pas se battre contre votre COMEX, mais qui au contraire adhère à la stratégie d'entreprise, et qui, à partir de cette stratégie d'innovation, va décliner une organisation avec différents dispositifs qui ont chacun leur thèse propre et qui va chercher à industrialiser chacun ces dispositifs, et le tout réfléchi avec un état d'esprit que les investisseurs connaissent bien, qui est l'état d'esprit de portefeuille, qui est on n'est pas là en train de gérer un projet, on est là en train de gérer un portefeuille de projets. Donc certains vont marcher, certains vont planter, et ça fait partie du jeu, et c'est même anticipé depuis le début. Donc c'est pas très marrant raconté comme ça, désolé, mais je vais essayer de le rendre un petit peu plus concret, parce qu'en général quand on met le mot stratégie sur une slide, déjà on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, tout le monde y lit des choses différentes, et puis surtout ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'à la limite, c'est des notions avec lesquelles vous allez peut-être adhérer, mais le plus difficile, c'est de faire adhérer les personnes, justement, qui cadrent la stratégie d'entreprise. Donc, j'ai essayé de faire un peu le guide ultime, parce qu'en 2025, on met des superlatifs partout. Donc, le guide ultime de la stratégie d'innovation que vous pourrez glisser sous la porte de votre COMEX. Et by the way, depuis hier, ChatGPT est quand même vachement fort à mettre des textes dans la génération d'images, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant-hier. Vous savez donc quand est-ce que j'ai fait mes slides. Donc qui je suis pour parler de tout ça? Donc David Baruchel, je suis le fondateur d'un studio d'innovation qui s'appelle Start the Fuck Up, qui a la particularité d'être composé uniquement d'anciens et anciennes entrepreneurs. Je suis aussi business angel à mes heures perdues, et comme vous le voyez, j'aime bien prendre le micro. Nous, ce qu'on fait chez Start the Fuck Up, c'est qu'on aide des grands groupes, des institutions, des startups à lancer des projets d'innovation, à cadrer des programmes et tous ces dispositifs d'innovation dont on va parler aujourd'hui, et même plus largement de définir leur stratégie. Et on a travaillé avec, je dirais, 2/3 du CAC 40 et SBF 120, donc on commence sur les 8 dernières années à avoir un peu de légitimité pour parler de tout ça. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui pour ce guide ultime, c'est parler de
d'abord de 3 faux amis, 3 vérités contre-intuitives sur la stratégie d'innovation, et ensuite vous proposer un petit pratique en 5 étapes sur comment vous pouvez le décliner à votre niveau, si ça vous va. Sinon, il faut que j'invente d'autres slides sur place. Donc j'espère que ça vous va. Ça vous va, super, merci beaucoup. Le premier, c'est que le mot innovation est nul. Je vois des gens qui hochent la tête. Bon, on est alignés là-dessus, ça me fait plaisir. Non, le mot innovation est vraiment nul, il ne vous rend pas du tout service. Dès qu'on parle d'innovation, c'est la tour de Babel au milieu des tours de la Défense. Et en fait, la plupart du temps, on utilise le mot innovation pour essayer de définir la réalité de ce dont on parle derrière. C'est pire quand vous parlez à différentes personnes dans la boîte d'innovation. Parce que, en fait, il y a différents objets d'innovation. En général, quand on parle à un COMEX, quand ils entendent innovation, ils entendent innovation technologique. C'est le premier truc auquel on pense. Si vous allez plutôt parler au marketing, on va vous parler de nouvelles expériences clients. Peut-être, nous, les coachs, on font penser à des nouvelles méthodologies d'innovation. Certains vont penser à des nouveaux procédés, des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouveaux outils, des nouveaux business models, des nouveaux segments de marché à aller chercher. Bref, en fait, le mot innovation est juste pour remplacer le mot nouveau, quelque chose. Donc, personne ne parle le même langage. Nous, notre définition d'innovation, c'est simplement de dire... C'est une nouvelle idée qui crée de la valeur. Et créer de la valeur, si je le dis autrement, c'est une nouvelle idée qui rencontre son marché. Ce que j'aime bien dans cette définition, c'est qu'elle exclut des choses. L'invention technologique, c'est de l'invention technologique. Ce n'est pas encore de l'innovation. Ça deviendra une innovation qu'une fois qu'il y a un marché qui a été trouvé pour cette invention. La créativité, générer des idées, ce n'est pas de l'innovation. Ça devient des innovations quand les idées qu'on a générées trouvent leur marché. Et ça veut dire aussi que le plus difficile, c'est pas juste d'avoir des nouvelles idées, c'est de travailler à comment on va obtenir le fit entre l'idée qu'on a et le marché qu'on cible. Donc, le problème, comme on l'a dit, c'est qu'une nouvelle idée, c'est très large et c'est OK. Il faut juste dire, une nouvelle idée, ça peut être des nouvelles idées de business, des nouvelles expériences, des nouveaux segments, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles technologies à valoriser, des nouveaux outils internes. Et en fait, dans les différentes entités de l'entreprise, ça voudra dire différentes choses. Et c'est d'accord. Il faut juste l'avoir dit, parce que sinon, on ne parle pas le même langage. Et moi, ce qui est très important pour moi, c'est que le mot « nouveau » implique de l'incertitude. Et si j'avais une seule définition de l'innovation en un mot et en quoi un projet d'innovation est différent, c'est qu'en fait, on est dans un monde complètement incertain. J'aime bien la définition de Dave McClure d'une startup. Une startup, c'est une entreprise qui n'est pas très sûre de ce qu'elle vend, à qui et combien. Ça fait quand même beaucoup de choses sur lesquelles pas être sûr. Donc comme c'est nouveau et incertain, et beaucoup plus que dans n'importe quel projet, on comprend bien que ça a besoin de process, d'un état d'esprit, d'une organisation différente. Et le challenge de l'innovation corporate, c'est de créer une organisation et une culture qui stimule l'émergence de nouvelles idées, qui permet la maturation et la recherche du fit dont on parlait tout à l'heure, et qui est capable d'implémenter et de déployer ces innovations. Donc, a new idea that meets its market. Donc ça, c'est le premier problème avec les définitions de l'innovation. Le deuxième problème sur la polysémie du mot innovation, c'est qu'en fait, les gens vont vous parler de plein de catégories d'innovation qui sont très très différentes les unes des autres. On va vous dire, ah bah là, je fais de l'innovation qui est incrémentale, là, je fais de l'innovation qui est juste de l'amélioration continue, ah non, moi, je veux du disruptif, du radical, du transformationnel, de l'architectural, du breakthrough innovation. Et en fait, quand on dit ces mots, on ne sait pas forcément exactement de quoi on parle. En tout cas, moi non. Désolé. Donc si ça peut vous rassurer, il y a des consultants qui ont travaillé sur plein de matrices 2.2 et 3.3 pour clarifier la chose. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes définitions de ces mots-là. Je suis désolé, vous ne pouvez peut-être pas forcément très bien le lire. Donc, si les gens qui travaillent là-dedans ne sont pas d'accord sur ce que ça veut dire disruptif, radical et architectural, vous pouvez être sûr que les gens qui vous disent ce mot ne le sont pas non plus.
Donc, il faut s'aligner sur les définitions. Moi, à la limite, j'aime bien la manière dont les deux graphes de droite fonctionnent, parce que plutôt que juste essayer de définir des cases vraiment, ils ont défini des cercles concentriques, en fait, des niveaux de proximité au core business et de à quel point c'est loin. Et ça, c'est une approche qui, moi, me parle et sur laquelle on reviendra après. Donc, l'innovation n'est pas un bon mot et n'a pas une bonne définition. Deuxièmement, l'innovation, c'est pas vraiment le job d'une direction innovation. Je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais d'un autre côté, ça devient beaucoup plus intuitif quand on voit la taille des directions innovation par rapport à la taille des entités, des entreprises ou des organisations dans lesquelles elles sont. 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes versus une entité de 15 000 avec des sujets dans plein de chaînes de valeur différentes. On se dit bien que finalement, ce n'est pas eux qui vont faire tout le travail. Sinon, il faut devenir l'homme orchestre de Mary Poppins, ça va être un peu compliqué. Donc, pourquoi? En plus, elles sont mal positionnées pour le faire, parce que les directions en innovation, en général, n'ont pas le contact terrain. Alors, on dit tout le temps que c'est par l'écoute du terrain que viennent les meilleures idées. Elles n'ont pas forcément l'expertise métier de manière globale, et elles n'ont pas l'expertise technique pour développer les solutions. Donc, ça, vous allez me dire, ils sont experts de rien, ceux-là. Et en plus, fondamentalement, l'innovation, elle est déjà un petit peu partout dans l'entreprise. Donc il y a une vraie question, que ce soit dans les différents métiers où il peut y avoir des innovations spécifiques des business units, que ce soit dans les R&D des différents métiers dans la R&I, que ce soit dans la R&D transverse, dans une recherche et innovation transverse, ou dans les fonctions transverses qui ont elles-mêmes parfois leurs entités innovation, ou dans une entité innovation transverse elle-même, ou parfois dans des entités qui flottent encore à part. Donc en fait, ça fait quand même un très très grand périmètre de l'entreprise à couvrir potentiellement et à articuler. Donc en fait, il y a déjà un présupposé qui est que ce serait bien de définir quelles entités existantes sont dans le scope de la direction innovation, de notre entité innovation, de savoir créer les entités ou les dispositifs qui manquent et surtout ensuite d'arriver à animer le tout un petit peu en chef d'orchestre de tout ça. Troisièmement, vous allez avoir plein de gens dans mon style, des consultants experts de je sais pas quoi, qui vont venir vous dire ah là cette année il faut que vous fassiez de l'intrapreneuriat, cette année il faut vraiment que vous fassiez de l'open inno ou du client venturing qui est le nouveau buzzword à la mode, ou vraiment là de toute façon l'innovation en interne c'est pas possible, le seul modèle qui marche c'est le startup studio externalisé, etc., etc. Désolé de vous le dire, il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde dans mon style essaiera de vous pitcher le contraire, mais ce n'est pas vrai. En fait, il y a plein de dispositifs d'innovation qui sont possibles. Il y a des dispositifs d'Open Inno, de CVC, de M&A, de Corporate Startup Studio, d'intrapreneuriat, de Task Force Inno en interne, de Labino, il y a la formation et la transfo digital. Bref, l'Inno, elle est vraiment multiforme. Et dire qu'il y en a un qui est le killer pour répondre à tous les besoins d'innovation de l'entreprise, c'est forcément faux. Et en plus, quand on rentre dans un dispositif, donc là par exemple si je prends l'Open Inno, il y a plein de sous-dispositifs ou de différentes manières d'orchestrer un dispositif. Est-ce qu'on est en train de faire de l'Open Inno juste pour acheter le service d'une startup innovante? On est en train d'essayer de co-développer complètement une nouvelle solution technologique avec elle. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout les mêmes logiques à gérer. Donc en fait, il faut y aller en personnalisant, et en personnalisant à quoi? À la strate de l'entreprise. Et en plus, tous ces dispositifs, ils ont des plus et des moins. Un programme d'inno interne ou d'intrapreneuriat, ça vous permettra d'identifier plus facilement des idées qui viennent du terrain, proches du core business. Ce ne sera pas forcément super d'un point de vue disponibilité ou aller chercher les talents exactement que vous voulez. Et si vous voulez gérer du radical, des choses un petit peu loin du core business, pas forcément le meilleur dispositif. Le venture clienting, qui est donc acheter des services de start-up innovantes, c'est très rapide pour implémenter une innovation, mais en fait, vous ne la possédez pas vraiment, vous ne vous l'appropriez pas vraiment. Le Startup Studio ou l'excubation, c'est super pour aller justement chercher du radical loin des contraintes de l'entreprise et faire du recrutement ad hoc, mais c'est très risqué, c'est capital intensive, c'est des paris long terme
que vos comités de direction ne seront pas forcément prêts à prendre, et ça vaut le coup pour quelques gros paris. Mais donc en fait, il faut juste choisir le bon dispositif en fonction de la stratégie et pas l'inverse. De la même manière qu'on ne fait pas du techno-push ou du solution-push, on ne fait pas du dispositif dino-push, même si jamais personne n'a dit ça dans sa vie. Donc voilà un petit peu pour mes 3 faux amis. Et donc je vais passer sur, maintenant qu'on a un petit peu ce panorama de pourquoi c'est pas si simple, finalement, de définir une stratégie d'innovation, sur 5 étapes que vous pouvez implémenter pour essayer de cadrer la vôtre. Le premier, on en a un petit peu parlé, c'est de définir le ou les rôles de l'innovation. Et ça, en lien avec la stratégie de votre entreprise ou de votre organisation. Donc là, c'est là où je reviens sur mon histoire des cercles concentriques et de proximité au core business de tout à l'heure. Alors, vous mettez les mots que vous voulez dessus. Vous alignez avec votre codir sur les mots que vous préférez. Moi, je m'en fiche complètement. Juste, il y a des choses qui sont proches et des choses qui sont plus loin. D'accord? Les mots que vous mettez dessus, ce que vous voulez. Je vais garder ceux-là au pif parce que c'était les premiers, mais voilà. Donc on a le core business, on a ce qui est un petit peu incrémental, donc ce qui est assez proche. On a l'innovation sur des domaines adjacents et on a l'innovation, on va dire ici, radicale. Bon. La question, une fois que vous avez dessiné ces cercles, c'est quelle est l'allocation de ressources que vous allez mettre sur chacun des domaines. Est-ce que la stratégie d'entreprise, comment aider la stratégie d'entreprise par l'allocation de ces ressources? Il y avait le Golden Ratio qui était donné par une entité de Deloitte qui s'appelle Monitor, disait que en gros ce qu'on voit dans les entreprises c'est 70% d'investissement sur le core, 20% sur l'adjacent et 10% sur le radical transformatif. Mais ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui faisaient plutôt du 40-40-20. Ou il y a des boîtes qui faisaient du 70-30 et il n'y avait pas de transformationnel. Et c'est OK. C'est juste une question de quelle est la stratégie de l'entreprise. Encore une fois, n'allez pas vous battre contre la stratégie de l'entreprise, vous allez perdre. Deuxièmement, une fois que vous avez cette allocation des ressources et que vous avez dit OK, où est-ce que doit venir intervenir l'innovation, définissez ce qu'on appelle les territoires d'innovation. Alors ça, c'est encore un mot pompeux de consultant, désolé, mais c'est juste dire les thématiques qu'on va essayer d'adresser ou les grands challenges qu'on va essayer d'adresser. Comment on définit ces territoires? En général, il y a 2 drivers. Il y a tout ce qui est interne, la stratégie de l'entreprise, vos ressources existantes et vos compétences existantes, que ce soit en termes de technologie, de propriété intellectuelle, d'expertise, de marque, et vos positionnements de marché existants, vos clients, vos offres existantes, vos parts de marché existantes. Et ensuite, il y a tous les drivers qui sont plutôt externes. Les nouvelles technologies qui émergent, les nouveaux besoins sur le client, les nouveaux besoins de marché et le nouveau contexte de marché, l'émergence de nouveaux concurrents, l'émergence de nouvelles réglementations. Tout ça vient nourrir en fait votre stratégie. Vous pouvez faire des études pour aller chercher tout ça. Et ensuite la question c'est, d'accord, mais ces sujets-là qu'on va se récupérer, tous ces territoires qu'on va se récupérer, qui sont importants, qu'on a envie de traiter, est-ce que c'est des sujets qui sont plutôt proches du core business ou plutôt loin? Donc là, juste mon histoire des cercles, elle ne suffit pas très bien à représenter tout ça. Et vu que j'ai 2 axes entre les choses qui étaient plutôt marché et les choses qui étaient plutôt ressources ou techno, et ben en fait, on va reprendre ces 2 axes. On va dire ce qui est proche. On va prendre un axe sur vos ressources et vos skills, un axe plutôt sur les marchés et les besoins, et on va séparer il y a les ressources actuelles, les ressources qu'on pourrait aller chercher assez facilement et les ressources nouvelles complètement à développer, ou les expertises. Et pareil, il y a les marchés et besoins actuels, les marchés proches, adjacents, et les nouveaux marchés ou les nouveaux besoins qui émergent. Et donc là, vous voyez que la matrice de consultante tout à l'heure, elle commence à se reconstruire petit à petit. Mais ce qui est avantageux avec cette matrice 3-3 là, c'est que c'est plus facile d'aller positionner tous les territoires qui vous intéressent dessus. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est dire, ok, tout à l'heure, on a dit l'allocation de nos ressources qu'on voulait faire, c'était 70-20-10 ou autre chose. Est-ce que c'est cohérent par rapport au territoire qu'on veut aller investir ?
D'accord? Et donc là, ça vous permet de revenir challenger cette allocation-là. Donc troisièmement, maintenant que vous avez défini le rôle de l'innovation, les types de territoires sur lesquels vous vouliez aller vous positionner, vous allez chercher à dire bon, bah, comment on va aller les chercher ces territoires, comment on va aller se positionner dessus. Donc il faut définir les bons dispositifs pour aller chercher les différents niveaux d'innovation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas une silver bullet. Il faut souvent faire un camailleux de dispositifs qui va rendre ma slide illisible. Parce que en fait, on va dire, bah tiens, là pour aller chercher ces trucs-là, on va plutôt aller les taper par de l'intrapreneuriat parce que c'est proche du corps, mais c'est quand même un peu des nouveaux marchés externes qu'il faut explorer. Là, les trucs très proches du core business, l'efficacité opérationnelle, on va plutôt aller prendre des startups pour aller nous aider. Je vous dis pas que c'est ça la bonne réponse, hein. Je vous fais un schéma de comment ça pourrait se passer. Là, un territoire très big hairy goal, comme on dit, qu'on ne sait pas du tout comment aller chercher. On pense qu'il faut aller se positionner avec une nouvelle entité, une nouvelle startup ou un corporate startup studio dessus. Les trucs qui sont très loin, on sait qu'on ne peut pas aller développer les ressources pour. On va juste aller investir dans des startups qui le font pour au moins s'acculturer à ça, par exemple. Donc voilà. Pour ça que la stratégie c'est compliqué parce qu'à la fin ça ressemble plus à rien, mais normalement vous pouvez arriver à des choses plus jolies que moi. Mais donc là vous avez le rôle de l'INO, la manière dont vous allez allouer les ressources par rapport à ça, les territoires sur lesquels vous allez positionner et les dispositifs que vous allez positionner pour aller les atteindre. Et donc ensuite il faut bien travailler vos dispositifs pour que les thèses d'investissement de chaque dispositif soient claires. Même si vous venez déjà de restreindre un peu le périmètre de ces dispositifs, c'est bien de ne pas vouloir faire porter à un même dispositif trop de choses compliquées. Et vous allez réfléchir un peu comme un VC qui a une thèse d'investissement. Il va dire, moi j'investis dans ce genre de territoire ou ce genre de technologie. J'ai une taille de marché minimale, que ce soit un marché interne ou un marché externe, qui fait que l'opportunité va m'intéresser ou pas. Il y a un niveau de maturité dans lequel je suis prêt à investir, ou une durée estimée jusqu'à atteindre le marché qui me convient. J'ai souvent un programme un petit peu en entonnoir, donc je vais avoir des budgets, des investissements alloués à chaque phase. Je vais peut-être avoir des durées d'accompagnement que je vais mettre à disposition. Et je vais surtout avoir un exit qui est assez bien défini. Pour l'intrapreneuriat, est-ce que c'est un exit en interne ? Souvent, ou un exit en spin-off, rarement. Bon, bah, du coup, on va plutôt dire que le but, c'est de réintégrer les business units existantes. Bon. Donc, vraiment essayer de cadrer cette thèse d'investissement sur chacun des dispositifs. Et être réaliste quand on a des choses comme ça en tête, parce que, bon, on est dans un contexte d'une entreprise ou d'une organisation. Moi, souvent, je sais pas, quand je fais des dispositifs d'intrapreneuriat, au bout de 9 mois, il y a un codir qui passe par là et qui fait « Ouh là là, mais là, ce projet qu'on vient de lancer il y a 9 mois, il fait toujours pas de chiffre d'affaires. Pourquoi? Est-ce normal? Ou s'il fait du chiffre d'affaires, c'est seulement 50 000 €, ça va pas du tout. Il n'y a pas la matérialité nécessaire. Non. » Là, le graphe que vous voyez à gauche, c'est des startups SaaS. Et c'est le temps que globalement ces startups ont mis à atteindre ce qu'on appelle le product market fit, donc le moment où elles ont bien compris qui étaient leurs clients et qu'il y a un bon alignement entre la proposition de valeur de leurs produits, leur stratégie commerciale, leurs clients et leur business model. Vous voyez que la durée moyenne, là, elle se situe autour de 2 ans et demi. D'accord ? Donc quand vous coupez un projet au bout de 9 mois avec un demi-intrapreneur qui était à carton sur son projet et qui à chaque fois qu'il a besoin de développer une itération technologique, ça prend 6 mois de plus, bah on joue pas avec les bons timings, on joue pas avec les bons investissements et on joue pas avec ne serait-ce que ce que c'est la réalité du terrain, même pour des boîtes un petit peu plus flexibles. Alors ils ont pas ces boîtes-là n'ont pas la puissance des grands groupes pour y aller, certes, mais ils ont quand même le financement des VC. D'accord ? Donc, bon, juste être un petit peu réaliste sur vos attentes. Le dernier point, maintenant que vous avez bien des dispositifs bien cadrés avec une thèse d'investissement bien claire, bah en fait, c'est que dans le mot thèse d'investissement, en sous-titre, mais souvent c'est trop en sous-titre,
ou en sous-entendu, il y a le fait de réfléchir en mode portefeuille et en mode entonnoir. Alors, il y a des qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir en mode portefeuille? Ça, c'est les performances du fonds de VC Andreessen Horowitz, qui est donc un des fonds les plus connus de la Silicon Valley. Vous voyez que globalement, 6% des deals qu'ils ont fait en nombre ou 5% des deals qu'ils ont fait en valeur d'investissement représentent 60% de leurs revenus. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la power law chez les VC, c'est que on le sait bien en général, mais c'est que c'est quelques petites boîtes qui vont exploser, qui vont faire le succès. Donc, si vous réfléchissez avec pas assez de boîtes, bah en fait, vous n'atteignez jamais l'effet de nombre qui permet d'atteindre ce genre de résultat. Ou si vous êtes trop focus sur le fait qu'une boîte ne meurt absolument pas, bah vous allez essayer de sauver des projets qui ne devraient pas être sauvés. En finance, ils disent souvent run your winners and cut your losers. D'accord ? C'est un petit peu ça la logique. Donc, en fait, avoir une vision portefeuille, c'est se dire bon, ben voilà, je vais prendre en entrée X projets. Il y en a Y dans lesquels je vais remettre dans une deuxième phase. Là, il y en a certains qui vont mourir. Je peux peut-être en prendre des nouveaux à un stade de maturité différent que je fais rentrer dans mon portefeuille un peu plus tard. Et puis, je vais suivre. Et voilà. Et voici les tickets moyens que je vais investir à chaque étape. Et quand je dis tickets moyens, là, ce n'est pas que en mode VC. C'est aussi en termes de ressources, d'accompagnement, d'OPEX, etc. Et quels sont ensuite les exits. Et donc, combien, je pense, vont réussir à faire un exit satisfaisant. Il y a certains dispositifs d'innovation qui gèrent ça un peu by design. Les programmes d'intrapreneuriat en entonnoir, où on met 50 projets en entrée, puis on en sélectionne 10, puis on en sélectionne 6, puis on en sélectionne 3. En fait, c'est déjà une logique de portefeuille et on a des stage gates pour tuer des projets assez vite. Mais ce n'est pas toujours le cas dans les programmes, donc c'est toujours intéressant de le voir. Inversement, c'est pas parce que vous avez mis ça sur une slide, et en particulier dans les programmes, dans les challengeino, etc., qu'il faut être extrêmement rigide sur les nombres. Un challenge Open Innovation où vous mettez 50 startups en entrée, à la fin le but c'est d'en faire gagner 3. Si à l'étape d'avant il y en avait 15 qui étaient bien pour faire des partenariats en interne, bah faites des partenariats avec les 15, ça ne vous coûte pas forcément grand chose non plus, quoi. Donc attention à la rigidité sur les chiffres dans votre funnel. Je vous ai promis 5 étapes, je vous en donne une bonus très rapide. C'est que tout ça marche mieux quand il y a une culture d'innovation qui commence à se construire dans la boîte. Et ça, je pense que c'est ce sur quoi, finalement, par les expérimentations successives, les entreprises ont le plus investi ces dernières années, c'est essayer de mettre le mot innovation partout. Le problème, c'est qu'on a mis le mot innovation attaché avec certaines notions de business model Canva, de design thinking, etc. Et souvent sans un petit peu ce pas de recul aussi sur ce que ça voulait dire, l'innovation, etc. Donc ça, quand je dis la culture, c'est la culture à tous les étages, depuis évidemment les COMEX, les comités de direction, jusqu'au mid-management qui en a souvent besoin pour bien comprendre pourquoi d'un coup on va investir autre part et il y a des collaborateurs qui sont détachés sur d'autres choses, comme au niveau des collaborateurs. Et je trouve qu'il y a beaucoup de programmes de formation qui focus sur cette dernière tranche, mais pas forcément assez sur tous les niveaux. Et honnêtement, ça change à la longue, ça change la donne. C'est pas un quick win, la culture, mais c'est du build-up et c'est de l'accumulation. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu voilà, ces trois faux amis et j'espère qu'avec mes 5 étapes, c'est aussi un peu plus clair de ce que ça veut dire. Construisez votre stratégie d'innovation. Certains pourront me dire que c'est totalement évident et d'autres me diront « Ah, merci » parce que en fait, derrière le mot stratégie d'innovation, je n'avais pas exactement cette décomposition-là en tête. En gros, une fois que vous arrivez à mettre ces 5 étapes en place, la question après que se posent certaines boîtes, c'est est-ce qu'on peut arriver... voilà, merci. Donc, prenez la stratégie d'entreprise, déclinez-la en une stratégie d'innovation et réfléchissez comment
organisé en différents dispositifs avec un mindset de portefeuille. Et une fois que vous faites ça, la question que se posent certaines entreprises, c'est est-ce qu'on peut arriver à un stade d'innovation totale, c'est-à-dire où en fait on a bien maillé toutes les typologies d'innovation, tous les territoires qu'on veut atteindre, et qu'en fait la machine industrialisée par dispositif, en fait elle se retrouve sur une machine qui couvre toutes les typologies d'innovation. Et là, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous aurez fini le game, et comme c'est seulement à ce moment-là, j'ai encore un petit peu de temps à vous accompagner devant moi. Merci beaucoup, merci pour vos attentions et pour vos sourires, et très bientôt le cocktail.